Le plaisir est pour nous aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Nous allons recevoir Monsieur Willy Michiki. Il sera notre invité du journal. Avec lui, nous allons parler de quelques sujets d'actualité que vous allez découvrir tout de suite. Et je m'en vais te dire déjà bonjour. Oui, merci pour l'invitation à ce plateau. C'est la deuxième fois que je passe ici et j'apprécie beaucoup d'être avec vous sincèrement. Merci beaucoup. Je préfère pas que l'on commence avec la politique. On va parler société. Parce que vous êtes sans ignorer que la CNCS est à l'impossibilité, n'est-ce pas, de payer ses retraités, alors qu'il y a plusieurs entreprises de l'État et les employés continuent, n'est-ce pas, à payer leurs redevances, mais après leur travail, quand ils sont épuisés, ils ne sont pas à mesure de se subvenir à leurs besoins. Comment on peut justifier cette situation alors que la RDC a plusieurs entreprises publiques? Oui, d'abord, je salue cette initiative prise par votre chaîne de parler des problèmes sociaux des Congolais, puisque la plupart des fois, nous nous enlisons dans la politique. Et moi, je crois que la meilleure politique, c'est d'abord la politique sociale. Puisque un être humain dont les social, les besoins humains ne sont pas pris en compte, il ne peut rien produire. Ça nous énerve sincèrement de voir que la vision du chef de l'État, qui est basée sur un slogan court, le peuple d'abord, cette vision-là n'est pas traduite en acte. Est-ce que nous tous ici, nous travaillons d'une manière ou d'une autre? Et vous allez voir dans chaque bulletin de paye d'un salarié, il y a une rubrique qui s'appelle cotisation sociale. C'est pour que lorsque nous allons demain être invalides ou improductifs, nous pouvons continuer à avoir les minimums qui nous permettraient de pouvoir réunir les deux bouts du monde. Et ça, c'est le véritable social. Il se peut même que pendant la vie normale, avant même d'être retraité, vous pouvez tomber malade. C'est cette réserve-là qui va vous aider à pouvoir vous soigner. Et c'est une obligation. Mais les entreprises publiques de l'État aujourd'hui et les établissements publics doivent à la CNCS 544 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, Des milliards ou des francs congolais? 544 milliards de francs congolais. Donc plus de 250 millions de dollars. Et ça, c'est en 2015. Aujourd'hui, je crois, on peut aller au-delà de 300 à 350 millions de dollars. Cet argent-là a été perçu par l'employeur, comme STP, les gens de STP-là, quand vous voyez, Qui manifestent, ça fait déjà 2 mois, 3 mois. Chaque fois qu'on les paye, malgré les arriérés, l'employeur retient ces montants. Mais l'employeur ne paye pas à la CNCS. C'est un détournement. Et c'est une situation qu'on a vécue pendant presque 18 ans, depuis le règne de Kabila. Et c'est comme ça que vous voyez que les chefs d'entreprise, ils sont en train de saigner les entreprises en blanc en prenant ces cotisations sociales, mais au lieu de les verser à la CNCS pour garantir une fin heureuse de carrière à ses employés, mais ils les consomment. Rien que la Gécamine Cell, aujourd'hui, elle doit plus de 89 millions de dollars à la CNCS. Et ça, c'est en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque votre entreprise ne contribue pas, vous qui êtes employé, vous n'allez pas recevoir vos prestations sociales lorsque vous serez en retraite. C'est ça l'inconvénient. Alors qu'on vous a retranché ça. C'est ça la mafia. C'est pourquoi nous saluons la nouvelle équipe dirigeante de la CNCS, même si elle est intérimaire, mais c'est la première fois que la CNCS soulève cette question-là. Et nous pensons que les chefs de l'État devraient accompagner la CNCS
pour ce recouvrement-là. Et même poursuivre, même si ces mandataires-là ne sont plus en fonction, qu'on puisse les poursuivre puisque cette créance-là, elle est réelle. Ils ont mangé, ils ont bouffé l'argent des pauvres employés. Et c'est ça le véritable social. Et je vous dis que ça, je ne parle pas encore de privé. Vous vous rendez compte aujourd'hui que si chaque employeur devrait verser les cotisations sociales prélevées sur les salaires de ses employés, ça peut aujourd'hui déjà arranger une grande partie des sociales, puisque ce n'est pas seulement à la retraite, même avant la retraite, vous pouvez avoir besoin d'argent, puisque c'est votre économie, c'est comme si ce sont vos réserves. Et la CNSS intervenait. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle le chef de l'État devrait aujourd'hui mettre vraiment un œil vigilant, placer un œil vigilant pour que ces pauvres, je peux les appeler pauvres, puisqu'ils sont aujourd'hui utilisés, ils sont volés. Moi, je peux appeler c'est le vol vraiment. C'est une escroquerie, mais qui se fait au sommet de l'État. Et ça, ce n'est pas le problème de ces pauvres employés, c'est le problème des employeurs. Et la plupart d'employeurs sont encore là. Donc, qu'on puisse faire une enquête, que la CNSS puisse mettre en place une commission de contrôle avec le ministère des tutelles, du travail et du portefeuille, pour qu'on puisse faire pression en vue de récupérer cet argent-là. Parce que moi, ça me fait mal de voir les gens, quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui a servi pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il a travaillé, et pour l'enterrer, il faut recourir aux cotisations comme ça, hein, maman Denis Nyakero, papa Tshisekedi pour contribuer. Non, alors que la personne a eu quand même à faire ses réserves. C'est de l'escroquerie, c'est l'argent même qu'on devrait en principe verser à sa famille, à sa progéniture pour qu'il ait au moins quelque chose pour dire, ah voilà, le temps que j'ai le fruit de mon travail. Et alors comment peut-on faire pour y remédier? Pour y remédier, c'est très simple. Il faut des contraintes. D'abord, le ministre, madame la ministre en charge du portefeuille, est responsable de ces entreprises-là sur le plan financier et administratif. Elle peut les contraindre à payer. Nous demandons aussi à ce que le ministère des Finances, puisque c'est l'argent qui va entrer dans le trésor, que le ministre des Finances aussi ait des budgets plus impliqués. Mais tout ça sous le leadership, puisque ça fait partie de la vision Fachi. La vision Fachi, c'est qu'il faut mettre fin à toutes ces escroqueries. Surtout lorsqu'on escroque les personnes qui reçoivent paix. Et même les employeurs sont riches, mais ils bouffent encore l'argent. Si même ce n'est pas le cas, ils ne devraient même pas prélever ça. Comme c'est légal, ils se servent de cette loi-là. Nous allons appliquer la même légalité pour les contraindre à payer à la CNSS. Et si la CNSS a ces moyens-là, la CNSS peut même faire, j'ai vu dans d'autres pays, quand vous voyez Congo Airways aujourd'hui, la CNSS a investi là-bas. Aujourd'hui, et parmi les actionnaires, la CNSS, dans Congo Airways, si aujourd'hui, puisque la CNSS, c'est comme une banque. Je prends le cas que je salue dans l'initiative du ministre Excellence Chéribé Okende de créer Air Congo. Air Congo a besoin. Pourquoi nous allons chercher toujours des capitaux étrangers? La CNSS qui a beaucoup de cash comme ça peut les investir là-bas. Mais c'est l'argent toujours des contribuables. C'est leur argent. Mais on le fructifie. Et quand ça monte, les prestations sociales aussi montent. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont, je crois, à plus de 320 000, alors que c'était à 100 000. Donc, ils ont fait un bond. Mais si cet argent-là était récolté, on pouvait aller même, un retraité peut avoir même $1000 aujourd'hui. C'est une bonne chose puisque c'est leur argent. Mais ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'il y a une escroquerie qui est opérée au niveau des employeurs. Et surtout, les employeurs étatiques, ça c'est inacceptable. C'est pourquoi nous voudrions que le gouvernement de Warrior, le Premier ministre et le chef de l'État puissent porter main forte à la nouvelle équipe de la CNSS en vue de recouvrer le dû. Puisque c'est un droit aux employeurs. Et lorsque la CNSS, qui est un établissement public de l'État, a ces moyens-là, elle peut investir dans beaucoup de secteurs. Elle peut créer, et quand elle investit, elle crée des emplois indirectement. Et comme nous parlons de la question, on va se rappeler qu'il y a quelques mois passés, lors du Conseil des ministres, le président avait pris la décision de suspendre quelques mandataires publics afin qu'ils soient poursuivis devant la justice et qu'il y ait des enquêtes pour savoir comment est-ce que
ils ont rendu ces entreprises de l'État des canaux boiteux. Mais où en sommes-nous avec ce sujet-là et tous ces mandataires-là qui ont été suspendus? Qu'est-ce que la justice en a fait jusqu'aujourd'hui? Parce qu'apparemment, après leur suspension, il n'y a pas de suite. Est-ce que nous-mêmes, nous ne favorisons pas ces mandataires qui sont dans des têtes d'entreprise de voler ou encore de détourner? Parce qu'ils savent que même si on me suspendait, bon, le procès peut commencer. Après, il n'y a pas de suite. L'argent ne rentre pas. Où nous en sommes? Je ne sais pas si vous avez l'information à ce sujet. Parce que le président avait suspendu. Nous avons vu. Et il devait en principe être poursuivi devant la justice. Mais dès lors, il n'y a plus de coup. Oui, nous avons constaté depuis quelque temps euh, l'IGF est en train de faire un très bon travail et ce travail-là, sincèrement, a payé. Il a payé puisqu'on a décelé beaucoup de cas de mégestion dans les entreprises publiques de l'État comme aussi dans certains établissements publics. Mais qu'est-ce qui se passe? Le constat est quoi? Le constat, c'est qu'on arrête les gens, on les suspend, mais il y a déjà certains qui sont allés en prison, d'autres qui ne sont pas allés en prison, même ceux qui ont été condamnés, mais ils ne remboursent pas. Or, il y a deux aspects. Vous êtes condamné, ça c'est le pénal, vous subissez une peine au regard de ce qu'a prévu la loi, mais aussi il y a la partie réparation. Mais ce qui nous inquiète, nous, c'est cette partie réparation-là. Or, ce que on devrait faire normalement, on doit procéder par la saisine des biens. Et lorsqu'on saisit des biens, on les met à la vente publique pour que le trésor puisse récupérer son droit, son dû. Mais je n'ai jamais entendu une vente publique de quelqu'un qui a été condamné pour détournement. Parce que ça, on ne négocie même pas. Surtout qu'il y a des gens qui sont déjà dans une phase définitive de condamnation. Donc, la force des choses jugées, il faut absolument qu'il y ait réparation. Parce que s'il n'y a pas réparation, ça n'aura servi à rien. Il y a des gens qui sont prêts à détourner. Ils vont en prison une année, 5 ans, 10 ans. Mais l'argent de l'État n'est jamais retourné. Après avoir purgé sa peine, il reste avec l'argent et il continue la vie normale. Ce sont des choses que nous demandons aux magistrats suprêmes, puisque le chef de l'État, c'est le premier des magistrats, qu'il puisse insister sur la réparation, puisqu'il y a des victimes. Quand vous détournez quelque chose, vous faites des victimes. Il y a des gens qui sont morts, par exemple, aujourd'hui, puisqu'il y a eu détournement dans tel secteur. Je ne vais pas parler des gens pour ne pas singulariser mon intervention, mais il faudrait que cet argent-là soit récupéré et que s'il y a réparation, qu'on puisse procéder à la réparation. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, puisque nous savons aujourd'hui que ces gens-là qui ont été suspendus, ils continuent à se la connaître. Je ne dis pas qu'il faut les condamner, mais il faudrait que le procureur, donc, qui est représenté par le ministère public, puisse ouvrir des dossiers judiciaires. Et l'instruction, c'est en charge ou en décharge. Il y a certainement des gens peut-être qui ont été suspendus, mais qui seraient innocents. C'est à travers l'instruction qui est tout à fait secrète qu'on peut, mais ça traîne. Depuis qu'ils ont été suspendus, il y en a maintenant qui ont fait plus de 100 jours, c'est beaucoup. Pour une instruction, dans un dossier de détournement, de suspicion, d'avoir dilapidé les fonds publics. Donc ça traîne, moi, personnellement, en tant que de l'Union sacrée, ça me dérange. On voit ces gens-là circuler au risque de briller même les pistes. Vous savez, lorsqu'on n'est pas aux affaires, ils ont tout le temps de pouvoir briller les pistes. Or, c'est maintenant qu'il faudrait que le parquet, donc le ministère public, puisse présenter les dossiers. Si il n'y a pas de charge de portée contre eux, on peut classer les dossiers sans fuite. S'il y a des charges, qu'on les défère devant les cours et tribunaux. Or, à ma connaissance, tous ceux qui ont été suspendus récemment, aucun n'a été déféré devant les cours et tribunaux. Et le ministère public ne s'est même pas prononcé. Je me rappelle même, il y en a qui ont été suspendus avant même le procès Matata. Mais Matata aujourd'hui, il est déjà déféré devant la Cour constitutionnelle, alors que les autres continuent à se la coller douce.
Voilà, je crois qu'on va parler aussi politique parce qu'on ne peut pas seulement finir avec le social parce que c'est acteur politique. Déjà, vous l'avez très bien souligné, vous êtes des l'Union sacrée. Et je crois qu'on va commencer avec l'accueil chaleureux que vous avez réservé après le G20, après sa tournée au niveau de l'Italie et presque partout ailleurs en Israël. De retour au pays, l'Union sacrée a mobilisé en moins de 24 heures, il faut le souligner, pour accueillir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais il se pose un problème, n'est-ce pas, parce que les langues se sont déliées pour dire que vous, de l'Union sacrée, vous avez utilisé l'argent de tous les contribuables congolais que nous sommes pour seulement réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Qu'en dites-vous? Bon, d'abord, utiliser l'argent du trésor public, ce sont des pratiques que je suis en train de dénoncer devant votre micro. Puisque j'estime, moi, qu'on doit dissocier les affaires privées à la gestion de la chose publique. Moi, personnellement, on a eu plusieurs fois les occasions de pouvoir manifester. Et je me rappelle, puisque nous avons certains d'entre nous avec qui nous étions au rassemblement des forces politiques et sociales, à l'époque, présidé par le président Etienne Tshisekedi, comme Fayulu et tant d'autres, qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Demandez à Fayulu, comme à d'autres collègues avec qui nous étions, lorsque nous mobilisions, chaque parti politique et regroupement contribuait. Chaque fois. Et aujourd'hui, c'est la même. Moi qui vous parle, puisque je ne suis pas aux affaires, mes affaires ne marchent pas bien, et comme j'étais pris à pied levé, j'ai dû vendre la veille une Jeep qui valait 15 000 $, une Prado, je l'ai vendue à 6 000 $, avec comme objectif de mobiliser pour les chefs qui arrivent. Chez nous, on le fait d'une manière spontanée. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu même des mots d'ordre. Non, nous avons dit, les chefs ont fait un bon travail. Moi, j'ai vécu au village. Je suis chef coutumier. Je me rappelle quand nous allions au village, un jour, on a abattu un éléphant. Et quand nous sommes rentrés, toutes les mamans du village se sont mobilisées spontanément. Elles ont placé des pagnes le long de la route pour que nous, les chasseurs, nous puissions marcher dessus. Et ça se fait partout. Nous sommes des Africains. Les chefs doivent être accueillis. C'est une façon aussi c'est une dette morale qu'on a donnée à Félix Tshisekedi pour dire qu'à chaque fois que vous ferez ça, le peuple congolais sera avec vous. On a dénoncé les parlementaires. Mais les parlementaires, c'est l'émanation du peuple. Ces dividendes-là, récoltés par les chefs de l'État. Mais il pouvait se comprendre que les membres du gouvernement, Samalokonde, aient accueilli les chefs de l'État, mais est-ce qu'avec les parlementaires, ce n'est pas un peu extrapolé, monsieur Mais les chefs des parlementaires, c'est qui? C'est le président de la République. Mais le président est redevable aussi devant les parlementaires. S'ils sont fans, excusez-moi le terme, mais s'ils sont fans, s'ils sont... Le président n'est pas redevable devant les parlementaires, il faut corriger. C'est le Premier ministre qui est l'émanation du Parlement qui est redevable. Oui. Mais le président de la République, il a deux casquettes. Il est chef de l'État, mais il est aussi visionnaire d'un courant qu'on appelle Union sacrée. Attention. Et cette vision-là, entre autres, avait comme objectif de redorer l'image de la RDC à l'extérieur. Aujourd'hui, la RDC est devenue fréquentable avec le chef de l'État. Donc c'est tout à fait normal que les gens qui partagent cette vision-là, que vous soyez balayeur, vous soyez motard, parlementaire, ministre, votre casquette, quand nous sommes allés là-bas, ce n'était pas les ministres, non, il n'y avait pas de casquette même. On n'a même pas. C'était d'abord le peuple congolais incarné dans la vision du chef de l'État à travers l'Union sacrée, qui se sont mobilisés comme c'est l'homme. C'est mobilisation 0 francs. Quand moi j'ai donné mes 6 000 $ pour mobiliser, louer le véhicule, c'est moi qui ai vendu ma Jeep par conviction. Je me dis, c'est une bonne... Parce que si ce Congo marche, nous tous nous allons nous retrouver. Si ce pays devient fréquentable, nous aurons des affaires, nous allons gagner même vous. Vous n'allez pas avoir une presse modique, non. Vous aurez des publicités. Mais qui va vous donner la publicité s'il ne fait pas des affaires? Donc c'est comme ça que nous avons dit que
Ce que le chef de l'État vient de faire, aucun chef d'État ne l'a fait depuis 60. C'est la première fois qu'on voit un chef d'État africain qui est sollicité par tous les grands de ce monde. Et il n'est pas venu les mains vides, de bredouilles. Il est venu avec quelque chose d'assagé baissière. C'est ça qui nous a motivés. Mais c'est cette chose-là aussi qui est aussi contestée parce qu'on dit que tout un pays comme la RDC ne peut pas recevoir des millions alors que l'Afrique du Sud a reçu des milliards. Voilà, je vais vous dire une chose, puisque j'ai entendu ça dans les réseaux sociaux. Et je crois que tous ceux qui ont entendu vont avoir une réponse aujourd'hui. Vous savez que c'est la première fois qu'un chef d'État congolais participe à un sommet de COP. Il y a eu COP 1 jusqu'à COP 26. C'est la première fois. Nous envoyons des mini-frétins qui ne comprenaient absolument rien. Ça, c'est la première fois. Les gens comme l'Afrique du Sud est là depuis COP 1. L'Afrique du Sud n'a même pas une forêt comme chez nous. Mais ce qu'ils ont eu là, ils ont négocié depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Mais nous, c'est maintenant qu'on a eu. Et ce qu'on a eu, nous, les 500 millions, c'est seulement ce que la Grande-Bretagne a donné. Les États-Unis n'ont pas encore donné. La France et l'Union européenne n'ont pas encore donné. Ça, c'est seulement la Grande-Bretagne. C'est que les gens ne comprennent. C'est un pays qui a donné. Okay. Mais nous devons préparer les dossiers. Et pour nous, les 500 millions ne vont servir que pour la préparation des grands dossiers. C'est maintenant que nous commençons. Je vous dis, tous les COP 26, 25 là, aucun chef d'État, ni de gouvernement, n'y a été. Oh, les choses se décident au niveau là. Si le président Kabila et Tshisekedi n'étaient pas partis là-bas, même les 500 millions, on n'allait pas les avoir. C'est ça la réalité. Puisque les gens qui obtiennent aujourd'hui, c'est puisque ce sont des vieux dossiers. Je vous dis, la fin d'ici, depuis 15 ans, négocie cette histoire. Mais commençons, nous avons, nous, la tourbière. Nous sommes le deuxième poumon du monde aujourd'hui. Mais nous ne savons pas négocier. Le Brésil, depuis COP 1 et COP 2, chaque fois, c'est soit le chef de l'État ou le Premier ministre. Nous, on n'envoie que des ministres de l'environnement, parfois qui sont politiques, qui ne comprennent absolument rien de ce qu'il faut dire là-bas. Qui viennent là-bas faire des missions, et parfois même, ils ne prennent même pas parole. Mais on a vu le président parler. C'est ça qui a convaincu le monde. Nous sommes qu'au début. Je peux dire que nous, COP 26 maintenant, c'est notre début. Nous devons attendre aussi peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans pour voir comment les ça va se passer. résultats et obtenir aussi des On a eu des engagements qui ont été pris. Nous avons signé des protocoles d'accord avec les pays polyataires ou polluants. Donc nous devons attendre des dividendes. Ça ne se fait pas des petits côtés comme ça. Ce n'est pas là où vous venez vous priver. Non, non. Vous devez présenter des dossiers. Maintenant ici, nous sommes entrés, et là je salue aussi le travail abattu par l'actuel vice-premier ministre, le ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba. C'est ça aussi. La personnalité aussi de quelqu'un compte. Et à côté du chef de l'État, on a vu qu'on a eu au moins, mon cher, chez nous on dit, à Swahili, moi on a zéro haïko sawa. Moko on a zéro et mon côté. Donc toujours au moins 500 millions, il faut dire merci. On n'a fait pas ça, c'est un demi-milliard. Les autres pays ont eu combien? Rwanda a eu combien? Les Gabon a eu combien? C'est ça, on ne dit pas. Les Gabon a aussi une forêt. Les Cameroun, ils ont la forêt, ils ont eu combien? Même pas 100 millions. Donc il faut dire au moins que... Et nous, c'est la première fois que nous avons une représentation au niveau le plus élevé de l'État. Est-ce que la casquette du président, en tant que président en exercice de l'Union africaine, n'a pas aussi joué pour que l'on puisse bénéficier de ces montants? Je ne pense pas, c'est plus la personnalité de la personne, de lui-même, de Félix. Félix, c'est quelqu'un, c'est un véritable diplomate. Vous savez, le président américain, il vient, il vous tape comme ça, et vous le tapez comme ça, et vous l'appelez à côté. Non, aujourd'hui, par exemple, Joe Biden a invité 100 présidents les plus influents du monde. Et dans les 100 présidents-là, ils seront en décembre aux États-Unis. Félix est dedans. Puisqu'il a créé des relations. Aujourd'hui, la RDC n'est plus un petit pays que vous pouvez... Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchandjou, Réunion. Les Rwandais, précipitamment, ont fait une déclaration pour dire non. Puisqu'on a maintenant peur des États-Unis. Puisqu'on ne voit pas les États-Unis. On ne voit pas la RDC. On voit l'Israël derrière nous. On voit les États-Unis. On voit les grandes puissances. Puisque pour diriger des grands pays comme ça, il faut des relations. Vous savez, notre politique a été extravertie depuis l'indépendance. Donc, quand vous n'avez pas l'appui extérieur, même si vous êtes soutenu à l'intérieur, le monde a été soutenu ici. On l'a tué comme ça, on l'a assassiné. Comme
un mini-fratin, un grand leader. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas l'appui extérieur. Et Félix a compris. Félix a dit que même si j'ai l'appui intérieur, j'ai aussi besoin de l'appui extérieur. De la sorte, vous justifiez les multiples voyages du chef de l'État qui sont aussi contestés à l'intérieur. Très bien, puisque ces voyages-là sont payants. Aujourd'hui, ces voyages-là, est-ce qu'aller au trésor public? D'abord, je vais rappeler aux gens qui ne savent pas. Moi, j'ai été plusieurs 8 fois ministre. Soit comparativement à ce que le président ramène et ce oui, qu'il dépense pour ses voyages. D'ailleurs, quand le chef de l'État, à part l'affrètement de son avion ou les frais, tout ça de voyage, quand il arrive dans un pays, on le prend en charge d'abord. Le trésor public dépense. Même moi, en tant que ministre, quand j'ai voyagé, la plupart, une bonne partie des frais étaient pris en charge par les pays hôtes. Et puis, lorsque nous regardons, on peut dire 117, 115, 112 voyages. Regardez même un voyage. Supposons qu'un voyage coûte 1 million de dollars. C'est vraiment le maximum. 112 voyages, puisque les gens exagèrent. Je descends dans leur caniveau là, hein, dans leur caniveau pour faire le débat avec eux, puisqu'ils sont dans le caniveau, je descends dans le caniveau. 112 millions de dollars. Hein, ça fait 112 millions. En Israël, on a eu combien? 1 milliard. Émirats Arabes Unis, 1 milliard. Aux États-Unis, COP26, 500 millions. Ça, c'est ce qu'on a eu maintenant. Ouais. Alors, on n'a pas couvert tous ces voyages-là. On a couvert. Les gens ne font pas les calculs, c'est simple. Je vous fais un calcul simple. Donc, les gens, on couvre les voyages chefs d'État. Ça ne coûte rien. Et là, je ne parle pas de l'appui. Nous envoyons aujourd'hui un appui budgétaire. On a eu des FMI. Kabila était là pendant 18 ans. Pourquoi le FMI ne le pas? On nous donne, nous dit, ah, oui, mais c'est l'agent de FMI. Le FMI a attendu que Kabila parte pour donner ça. C'est puisque Félix, quand il était à Washington, il a vu Madame la DG de FMI, il a convaincu les gens de FMI, il a convaincu les gens de la Banque mondiale. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont financés par la Banque mondiale, par la BAD, puisqu'il y a un homme visionnaire. Quand tu vois le président Félix avec les Nigérians, le président de la BAD, il se tape comme ça. Ça, c'est Félix. C'est ça. Parce que pour diriger une nation comme ça, vous devez avoir des amis. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et donc, aujourd'hui, les dividendes, il faut... Vous savez, le gouvernement de l'Union sacrée n'a que 7 mois. C'est un petit bébé de 7 mois. Mais regardez ce que le gouvernement a fait dans 7 mois. Par rapport aux 18 ans, presque 20 ans même de Kabila, puisque même dans la coalition, Kabila était toujours là avec... Il faut reconnaître les mérites des gens. Mais, vous faites un bilan de 7 mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais regardez ce qu'on a fait. Pour la première fois depuis que moi je suis né, vieux que je suis, c'est la première fois que je vois les billets d'avion descendre. Pour la première fois. Pour la première fois, je vois. Parce que quand on parle des réserves de change, ce n'est pas l'argent qu'on va donner aux Congolais. C'est ça. Les 3,6, puisque maintenant aujourd'hui, ce n'est plus 3,3 milliards. C'est 3,6 milliards. Ça augmente. C'est ça qui va attirer les investisseurs à venir investir chez nous, parce qu'ils savent que nous allons un matelas de devises pour les sécuriser. Donc, mais vous n'avez rien, vous dites aux gens d'amener des milliards. C'est un faux débat qu'on dise aux gens. Un faux débat. Les réserves d'échange augmentent, mais les sociales ne changent pas. Non, vous avez vu le président du Sénat, le professeur honorable Bahat Modeste. À l'initiative, il a fait venir des parlementaires belges, des investisseurs belges, même des belgo-congolais, qui avaient mis une croix au Congo, ils sont arrivés. Vous avez suivi notre ambassadrice, la nouvelle ambassadrice nommée en France. Elle a dit, moi je me porte garante, maintenant le musicien congolais pourrait jouer. Donc il y a des choses qui sont en train de changer qui n'existaient pas. Et c'est ça qui dérange les gens. C'est pourquoi vous voyez partout des coalitions contre nature, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas que les Congolais avancent. Et comme vous parlez de coalitions contre nature, on va évoquer, je crois, peut-être... Contre nature, contre le développement. Voilà, on va aborder cette dernière question aussi. Il s'agit de ces blocs patriotiques, aujourd'hui constitués du UFCC, de Martin Fayulu, une partie, si on peut dire ainsi, des catholiques, et plusieurs autres mouvements, pour ne pas citer... Moïse Katumbi qui est soit dedans, soit dehors. Bon, sa position jusque-là n'est pas encore connue. Tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. Mais si on doit parler de ce bloc aujourd'hui appelé bloc patriotique, qui d'ailleurs contexte, n'est-ce pas, tout ce qui se passe au niveau de la CENI, pour ne prendre que cette partie de leur revendication, parce qu'ils parlent aussi de la question RAM, donc on n'en a pas aussi abordé.
La marche est prévue pour ce week-end. Le Bloc patriotique va manifester pour dire non à la politisation de la CENI et demander leur réforme au niveau électoral afin que toutes les parties prenantes soient aussi membres de la commission électorale pour organiser des élections libres et transparentes en 2023. Aujourd'hui, ce bloc patriotique dérange-t-il l'union sacrée de la nation? Non, ça ne nous dérange pas du tout. D'abord, vous savez, toute coalition contre la nature est appelée à disparaître. D'abord, eux-mêmes là-bas, ils sont en contradiction. L'FCC soutient la loi organique, les Lamoka, parce que je l'appelle maintenant vrai Lamoka, parce que ça, c'est entre parenthèses, Lamoka maintenant, puisque j'ai félicité les efforts que le parti de Mouzito Nouvelle-Élan a fait, en s'implantant maintenant, même à l'est chez moi, hein, un peu partout. Donc ça devient maintenant national. Ils ont compris les messages là. Je les félicite. Donc je l'appelle maintenant vrai Lamuka national. Lamuka est contre la loi organique. Et quand vous êtes contre la loi organique, donc vous remettez tout en cause. FCC est pour la loi organique. Et ils sont ensemble. L'église catholique, l'église protestante sont pour la loi organique. Donc vous comprenez déjà que ce sont des gens qui ne savent même pas. Et tous, ils disent qu'ils sont contre la CENI. Mais non, contre un individu, Kadima. Est-ce qu'on peut faire la guerre contre un individu? Ça, Kadima n'incarne pas la CENI. Il y a 13 membres, 12 membres dans cette CENI-là, 12 membres dans la centrale. Et quand vous lisez la loi organique, les votes se fait par consensus ou, en cas de force majeure, par la majorité. Donc, Kadima seul ne peut pas influencer tout ça. Les 12 membres de la CENI sont issus de 12 provinces différentes. Donc on ne peut pas dire que ça, c'est mon frère, c'est ma sœur, on va se coaliser. Et ces gens-là viennent des organisations différentes. Même nous, à l'Union Sacrée, nous venons des groupements différents. Donc il est impossible de coaliser tous ces gens-là pour que Kadima puisse les manipuler. Donc leur combat, déjà, c'est un faux combat. Les Congolais ont compris, ils l'ont démontré. Nous avons démontré à travers la quête du chef de l'État que l'opinion congolaise est avec nous. C'est pourquoi nous disons, nous leur concédons leur marche, les 13, mais nous aussi les 13, nous organisons une grande activité sur le boulevard Triomphal. C'est pas ce que le président Tshisekedi a aussi contesté à l'époque du Joseph Kabila. Le fait d'organiser le même jour, le même date, des manifestations, opposition, majorité. C'est une marche qui est organisée par les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Et nous, en tant que l'Union Sacrée, comme partenaires, ils nous ont associés. Nous, on ne fait pas de marche. Nous, on fait un meeting, une matinée politique à la place Triomphale, le samedi, à partir de 8h. N'est-ce pas une façon de créer une diversion? Non, Kinshasa est grand. Kinshasa, c'est 9900 km². Ils peuvent aller à Tchangou, faire leur match. Et Tchangou, déjà, les torsions de Tchangou. Ils peuvent aller vers Maluku, on leur laisse Maluku scellé. Ils peuvent même aller à Limité, il n'y a pas de problème. Nous, on a seulement un point fixe, c'est Triomphal. Et on va voir les gens que nous allons mobiliser pour un meeting qui est compliqué, que les marchands, parce que les marchands, vous perturbez le trafic. On a vu les faillots qu'on connaît. Et c'est une marche motorisée. Ils sont dans des véhicules et ils ramassent des badauds dans les rues à qui ils jettent des cacahuètes pour créer des embouteillages. C'est facile de faire le plein avec la marche. Dans une ville de 15 millions d'habitants, où il y a une intense circulation, même un petit badaud qui se met sur la route, déjà c'est 5000, 6000 véhicules déjà qui sont là après une heure de temps et ça crée les embouteillages. On donne l'impression qu'il y a déjà. Mais nous, on fait un meeting. Les gens viennent au meeting par conviction. Nous avons voulu démontrer, ces 13, le samedi, à la place triomphale, que l'Union Sacrée existe bel et bien à Kinshasa et elle a un ancrage dans la ville de Kinshasa. Parce que nous, on ne fait pas partout, on fait seulement à Kinshasa. C'est une matinée politique organisée par les alliés de l'IDPS. Ils nous sont associés. Moi-même, je viendrai déjà moi-même avec 2000 déjà de mon parti. J'ai déjà quitté 2000. Moi seul, moi Willy Michel, pas AFDC allié. Moi parti des AFDC alliés. Et AFDC alliés, nous sommes une trentaine de partis. Imaginez-vous combien sera. Nous seulement AFDC. Donc, ces gens-là vont être confondus. C'est pourquoi nous disons, puisque et puis, ça c'est très grave. On va même contester, on va même peut-être même. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons initier une action en justice. Nous sommes tous des protestants, des catholiques. Et il y a des gens qui prétendent nous représenter là-bas de l'air. Il faut que celle-ci, Milatrop, il faudrait qu'il change d'appellation.
puisque nous ne nous sommes pas, nous ne nous sentons pas concernés par leurs Alors actions que vous êtes politiques. catholique. Alors nous sommes catholiques, nous sommes protestants. Alors, c'est ça le problème aussi. Puisqu'il ne faut pas que demain on dise, ah, nous faisons ça puisque nous sommes au pouvoir. Non. Qu'on soit au pouvoir, ce n'est pas puisque nous sommes au pouvoir, alors on doit nous tirer d'ici, on doit nous malmener, puisque chaque fois que nous voulons initier une action, des droits pour recouvrir nos droits, on nous traite des dictateurs. Voilà, je crois qu'on va... Mais je vous promets que les samedis ici, ces gens-là seront confondus. Et je pense que, comme ils vont échouer déjà, ils ne vont plus organiser une autre activité. Mais ils peuvent aussi vous laisser manifester comme ils l'ont fait les 6, parce qu'ils devaient organiser les 6. Plusieurs partis de l'Union Sacrée ont projeté des marches le même 6. La Moukase, en fait, le bloc patriotique s'est dit, bon, nous leur laissons la journée du 6 qu'ils manifestent. Non. Mais vous, non. Alors les mêmes 6 là, on n'a vu aucun parti politique, peut-être que moi je n'ai pas vu, mais qui a manifesté alors que vous aviez projeté, vous, de l'Union Sacrée, des marches ce jour-là. Non, non, l'Union Sacrée n'avait pas de... Ou encore des alliés. Nous avons plusieurs organisations. Bien sûr, oui. Comme pour les 13, ce sont des alliés de l'UDPS qui vont organiser. Oui. Ils nous ont associés, nous devons les soutenir, puisque nous sommes des alliés. Et puis, nous avons un dénominateur commun. Nous soutenons la candidature de Félix Tshisekedi. Donc, si nous résistons, eux aussi résistent. Donc, nous devons nous souder et nous serrer les coudes. Mais moi, ce que moi j'ai dit, la marche du 6, les amis ont reporté leur marche indépendamment. Mais la raison était claire. La raison c'est clair, puisqu'il n'y avait pas même de compromis entre eux. Ils ne savaient pas qui doit parler. Et une marche doit avoir un leadership. Fayoulou nous dire le leader. J'ai entendu là-bas, c'est Chadari qui va faire le leadership. Les catholiques ont dit non, c'est le cardinal Ambongo qui va parler. Donc, et ça déjà, ça les divise. Ils sont déjà divisés avant même de commencer la marche. Je ne sais pas maintenant qui ils ont désigné comme leader, puisque je ne vois pas, moi, sincèrement, FCC accepter Fayoulou comme leur chef. Je ne vois pas Fayoulou accepter FCC prendre la parole, puisqu'il y aura une seule personne qui va prendre la parole comme leader, et qui est leader de cette coalition de la mort. C'est comme ça que je vous dis que c'est une coalition mort-née. Je crois pour finir, M. Willy Michigi, vous pouvez regarder la caméra et lui dire que vous êtes satisfait de ce qui se passe au niveau de la CENI. En tout cas, au moment où nous parlons aujourd'hui, je peux vous dire que la CENI n'est plus dans l'agenda même des Congolais. Les Congolaises et Congolais attendent, la publication du calendrier électoral. Puisque c'est à travers le calendrier électoral qu'on aura les chronomètres de différentes activités. Et c'est ça que nous, on attend aujourd'hui. Puisque nous, on n'est plus dans la distraction. C'est-à-dire la plus haute cour de la juridiction judiciaire congolaise a déjà investi la CENI. Ce que nous attendons de vous, messieurs et mesdames, c'est le travail. Donnez-nous des élections crédibles, transparentes, démocratiques, et vous allez rester dans les annales de la République. Mais je ne voudrais pas terminer sans pour autant, et je vais chuter par là, parler du social des Congolais. Puisque tout ce que nous avons, on n'a pas besoin de politique, même pas les élections dans la CENI. Les Congolais ont besoin de vivre dignement. Et parmi ça, il y a les problèmes qu'on a évoqués de la SNCF. Il y a beaucoup de magouilles. Vous pouvez comprendre, mon frère. Les Congolais, c'est pourquoi moi je dis que le chef de l'État doit appuyer l'actuel comité de gestion là-bas pour que les Congolais se retrouvent dans ce qui se fait partout au monde. La sécurité sociale, qu'on appelle SNCF, c'est la vie de tout le monde. C'est notre vie, c'est notre avenir de demain. Lorsque vous serez vieux, lorsque vous serez dans les capacités de travail, c'est cette sécurité sociale-là dont nous avons besoin. Et c'est ça d'ailleurs, le peuple d'abord. Parce que le peuple d'abord, c'est là. Donc nous demandons au chef de l'État de mettre hors d'état de nuire tout ce qui gêne aujourd'hui au bon fonctionnement de la CNSS en appuyant l'actuel comité de gestion, même si c'est intérimaire, mais on voit quand même la mobilisation des recettes. On voit les œuvres. Dans moins de 100 jours, ils sont là. Ils sont parvenus à mobiliser plus de 20 milliards de francs congolais. Alors, comment expliquer que tous ces gens qui étaient là avant ne l'ont pas pu faire? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je ne dis pas que c'est le problème des gestionnaires précédents, c'est le problème des systèmes. Puisque le problème du Congo s'était résumé en deux. Je l'ai encore dit dans l'émission précédente
qu'on a fait avec vous, c'est l'absence d'un leadership au sommet de l'État. Deuxième chose, c'est la mauvaise gouvernance. Avec l'IGF, on a eu beaucoup d'IGF. Pourquoi seulement c'est lui à Linguet? C'est puisqu'il y a quelqu'un qui a une vision et qui tient. Il dit comme ça. D'ailleurs, quand Félix fait ça, c'est vraiment ça. C'est ça, d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse même imprimer des billets de banque avec ça. Pour dire tout droit. Pour que les Congolais se tapent. Mais ça, c'était quoi? C'est dit la droiture. Pas question d'aller comme ça à gauche à droite. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Je vous dis merci surtout pour votre attention soutenue. Merci à M. Willy Cheki d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion avec un nouveau numéro. Au revoir.